nouvelle vidéo YouTube sur un sujet qui me trotte dans la tête depuis quelques semaines. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue en vidéo, tout ça, parce que le mois de juillet a été très intense entre événements familiales, l'anniversaire de la mort de ma grand-mère, j'ai eu aussi un mariage d'un de mes meilleurs amis. Je suis tombée malade aussi pendant super longtemps, donc me voici de retour pour te parler de la légitimité. Pourquoi? Parce que j'ai une histoire, comme beaucoup de femmes réunionnaises, je pense. Je n'ai pas connu mon père. Euh, je le connais qu'à travers des récits de ma mère, de certains de ses amis aussi que j'ai pu croiser dans ma vie. Mais je n'ai pas en fait de relation aujourd'hui avec ma famille paternelle non plus. Et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je pense que c'est de mes plus grandes blessures. Et j'ai accompagné et j'accompagne également beaucoup de femmes sur ce sujet. Donc on n'attire pas n'importe qui, on attire forcément des choses qu'on a déjà traversées ou qu'on est en train de traverser. Et j'ai compris beaucoup de choses et c'est pas un live où je vais te donner des pistes concrètes en 3 étapes de guérison par rapport à ce sujet parce que pour moi c'est un sujet qui peut, voilà, qui peut prendre beaucoup de temps, qui peut prendre une vie entière en fait à guérir cette blessure. Et voilà, enfin, je voulais te parler de ça. Moi, mon histoire, c'est que je suis née d'une famille, euh, c'est assez spécial. Ils étaient voisins, ils étaient amis d'enfance et amoureux depuis l'enfance. Sauf que en grandissant, ma mère, elle est restée dans cette même énergie de tu es mon tout, et mon père était pas dans cette énergie-là. Il avait, je pense, envie d'expérimenter autre chose. Et très jeune, en fait, ils se sont séparés. Sauf que voilà, c'était une histoire assez complexe et ma mère, elle est tombée enceinte. Ils étaient, me semble-t-il, séparés. En fait, il y a eu tellement de retours et de départs que même moi, tu vois, pour moi, c'est assez flou. En fait, quand ma mère me raconte, on sent qu'il y a une envie de raconter quelque chose elle aurait voulu avoir et il y a une différence avec la réalité. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas grave si vous n'avez pas toutes les infos parce que ce qui compte, c'est ce que tu ressens dans ton cœur. Et de toi, comment tu le perçois, toi. De toi, comment tu le vis, toi. Parce que pour le même fait, deux personnes ne vont pas du tout réagir et le vivre de la même façon. Donc, mon père ne m'a pas, il ne m'a pas accepté comme étant sa fille d'un point de vue légal. Oui, j'existais, mais en fait, il ne m'a pas reconnue au niveau administratif. Et ça, quand tu es dans ce genre de cas, tu peux grandir et tu peux évoluer dans ta vie plus tard avec ce manque de reconnaissance, ce manque de légitimité, et tu peux le traduire dans tes relations, surtout au niveau professionnel, etc. Donc c'est quelque chose que, par exemple, moi j'ai vécu et que parfois je continue de vivre. Et parallèlement à ça, je sais très bien que ma grand-mère du côté de paternel était contre cette union, parce qu'il y avait déjà une union dans leur famille. Il faut savoir que d'un point de vue transgénérationnel, quand il y a des couples au niveau du voisinage, c'est considéré un peu comme de l'inceste. Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais c'est considéré comme la famille en fait. C'est considéré comme un terrain un peu familial, l'endroit où vous avez des voisins qui se côtoient. Donc c'est déjà considéré comme un rapprochement un peu interdit. Et dans ma famille, il y avait deux couples. Donc il y avait ma mère et mon père, et il y avait ma tante, la sœur de ma mère, et le frère de mon père. Donc je ne vous explique pas le bordel. Et les parents forcément n'étaient pas d'accord, mais il y a eu deux unions et il y a eu deux filles. Euh, donc quand moi, par exemple, j'allais visiter ma grand-mère paternelle, je sentais déjà petite que je dérangeais, je sentais déjà que les regards, en fait, j'avais des regards vraiment, comme on dit à La Réunion, des regards en graines, alors que tu es une enfant, de la part de ma grand-mère paternelle et aussi d'une de mes tantes. Elles n'étaient pas toutes comme ça, mais voilà, il y avait j'avais ce sentiment de déranger, d'entrer dans, quand j'allais les visiter, parce qu'on m'emmenait les visiter quand même, je pense par, je sais pas par quoi, par politesse,
parce que c'est bien de faire ça peut-être, mais je n'étais jamais bien reçue. Et aujourd'hui, j'en rigole parce que j'en jouais. Du coup, quand j'allais visiter ma grand-mère paternelle, je lui disais, ah, je peux avoir ça, je peux avoir ça, je peux avoir ça. Je pense qu'inconsciemment, c'était ma façon d'attirer l'attention et de demander un peu de ce quelque chose. Parce que moi, je n'ai rien eu, en fait. Quand mon père est mort, euh, il avait une moto, il avait son blouson, il avait des affaires. Moi, je n'ai rien eu. Tout a été assez expédié assez rapidement. Je n'ai rien eu matériellement de ces gens. Peut-être une des tantes qui, pendant un laps de temps, était très attentionnée. Je pense qu'elle essayait voilà, d'être là pour moi parce qu'elle voyait que personne d'autre de ses frères et sœurs et avait cette conscience de se dire euh, la petite, là, notre nièce, elle a grandi sans notre frère, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a eu une tentative de réparation, mais elle était quand même assez brève. Et, euh, et d'ailleurs, elle a donné à son fils euh, quasiment le même prénom que moi. Donc c'est pas un hasard. On vient essayer de réparer les choses et d'amener l'attention là où il n'y en a pas eu. C'est bien d'avoir ce genre de conscience-là, mais moi quand j'observe ça, pendant longtemps j'ai eu beaucoup de colère parce que je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour être rejetée de ma famille paternelle? Mais en fait ça n'a pas commencé avec moi, c'est juste que il y avait comme un double inceste en fait. Et quand tu grandis comme ça et que tu n'as pas été reconnu, tu sens que tu n'as pas été reconnu par ta famille paternelle. Et je sais que pour les personnes qui m'écoutent et qui me suivent, il y en a beaucoup dans ma communauté. euh, Tu peux évoluer avec ce sentiment de non-appartenance, de rejet, d'avoir l'impression que tu n'es pas légitime et que tu dois doubler d'efforts. N'en parlons plus si tu es une femme noire, mais doubler d'efforts pour avoir de la reconnaissance ou d'être payée à ta juste valeur, etc. Et honnêtement, moi, je vais vous dire quelque chose. Déjà, ça, j'ai pris énormément de temps avant de m'en rendre compte parce qu'il y a plein de sujets autour de ça. Autour du fait de ne pas être reconnu par son père. Tu peux, au niveau du couple, tout simplement, avoir ce besoin de reconstituer, en fait, soit la vision de ton père que tu aurais aimé avoir, ou soit la vision que te peint les gens qui l'ont connu. Et moi, j'ai eu de tout. C'est-à-dire, j'ai eu beaucoup de relations dans ma vie. Euh, Pas forcément que des relations sérieuses, mais j'ai eu quand même beaucoup de relations. Où aujourd'hui, quand je regarde et que je fais l'analyse, hein, que je fais d'ailleurs avec certaines de mes consultantes qui viennent me voir et qui ont les mêmes problématiques, je vois quand même qu'il y a quelque chose qui se répète, qu'il y a un profil, sans vouloir m'étaler sur le profil de mon père, qui s'est répété. Et jusqu'au jour où je suis sortie effectivement avec quelqu'un qui s'appelait Jean-Louis, donc mon père s'appelait Jean-Marc, qui le ressemblait comme deux gouttes d'eau, donc moi j'avais pas capté. C'est en envoyant la photo à ma mère, parce que j'étais pas à La Réunion, qu'elle l'a vu, elle m'a dit c'est le portrait craché de ton père, il avait les mêmes origines, il avait la passion pour les motos, mon père était passionné de moto. Et je vais vous dire ça, hein, et à chaque fois que je dis ça, les gens me disent ah là là, j'ai des frissons. Mais c'était au niveau du caractère, c'était la copie conforme de mon père. Il avait les mêmes addictions. Et il était aussi, il est parti, il a fait un accident de moto comme mon père. Il est mort d'un accident de moto. Voilà, il y a quelques années. Et après ça, moi j'ai complètement sombré parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait à ce moment-là. Je n'avais pas conscience que là j'étais en train de revivre une répétition en fait. Et j'étais complètement en dépression, je suis rentrée à La Réunion. Et quand je suis rentrée à La Réunion, j'ai pris le temps évidemment après une longue période où je sais pas, j'étais pas là en fait. Je sais pas où j'étais, mais j'étais pas là. Quand je pense à cette période, je me dis, j'étais au chômage, j'étais chez ma mère, je me couchais à 5 heures du matin, je me levais à midi. Franchement, j'étais complètement décalée et désaxée. Et parallèlement à ça, je vivais aussi une rupture. Donc, c'était pas anodin tout ça, le fait de vivre une rupture, le fait d'être en dépression, après ce décès, cette rupture, enfin, il y avait un tout en fait. Je rentrais aussi à La Réunion parce que j'avais besoin voilà, j'avais mis fin à mon CDI aussi de l'époque. Et j'ai commencé à prendre soin de moi, etc. Et là, les choses ont commencé à aller mieux. Mais le transgénérationnel est arrivé quelques années après, où j'ai commencé à me poser la question, etc. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte aussi de quelque chose.
c'est que quand j'ai annoncé à ma mère que je m'étais séparée du coup de mon ex qui est décédé d'un accident de moto, elle m'a dit euh, pourquoi il nous arrive ça à chaque fois, à la rupture, hein, pas au décès, à la rupture. Et j'étais complètement révoltée parce que je lui disais mais pourquoi tu te fusionnes avec mon histoire, etc. Mais en fait, c'est parce qu'elle s'identifiait dans ce couple. Et elle était tellement présente dans ce couple, je pense que c'est la seule fois où elle était vraiment présente, quoi. C'était même affolant. Bref, suite à ça, je me suis reconstruite petit à petit. Et ça m'a pris du temps avant de me rendre compte du manque de légitimité que je vivais dans mon travail, dans mes relations, que ce soit amical, etc. En fait, je disais, et encore très récemment, je le disais à mon conjoint actuel, je disais, j'ai l'impression que parfois je n'existe pas. J'ai l'impression que parfois je ne compte pour personne. J'ai l'impression que dans mon cercle amical, si j'étais pas là, ce serait pareil. J'ai l'impression que dans ma famille, si j'étais pas là, ce serait pareil. Ce serait un soulagement même. Que même au niveau professionnel, j'ai pas l'impression d'être vraiment utile dans ma vie. Et ça, c'est une de mes blessures. Je le disais encore très récemment, il y a quelques jours. Et, en fait, j'ai beaucoup de compassion pour les femmes qui viennent me voir et qui ont cette blessure. Parce que je sais à quel point elle peut être dangereuse et à quel point elle est triste. Parce que c'est faux. Évidemment, c'est faux. Tu as ta place dans ce monde. Tu as ta place parce que tu es sur Terre tout simplement et tu fais partie de ta famille, de ton arbre généalogique, même du côté paternel, même si tu n'en as pas l'impression et que tu as l'impression de manquer d'un bras ou d'une jambe. Et ça fait des dégâts. Et honnêtement, la seule chose que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que que ce soit dans... Alors, je vais prendre l'exemple du professionnel. J'ai été dans beaucoup de projets professionnels où soit j'avais l'impression qu'on prenait ma lumière sans contrepartie, ou que je disais rien, ou que j'étais pas payée à ma juste valeur. Et en fait, quand je regarde tous ces projets, quand je regarde l'articulation de ces travails que j'ai fait, je me rends compte qu'à plusieurs étapes quand même, j'avais la possibilité de dire non, que j'avais la possibilité de dire que ça me plaît pas, que j'avais la possibilité de dire ben non là c'est pas ok, j'ai envie de ça plutôt de ça, etc. Et je le faisais pas par peur d'être rejetée, par peur d'être chiante tout simplement, et par peur de ne pas être aimée en fait. Et tout ça, ça vient nourrir la même blessure. Et si je peux te donner juste un conseil, c'est de tout simplement, quand tu vis ce genre de situation, de respirer, déjà de te dire que tu as ta place dans ce monde et que tu existes et que tu mérites d'avoir tout le bonheur du monde, d'avoir toutes les bénédictions du monde, d'être heureuse en couple, dans ton travail, etc. De te rappeler ça et de ne pas te comparer aux autres. Parce que ton histoire est particulière, elle est douloureuse et en fait, tout ce que tu as fait pour pouvoir survivre à ce manque, ce besoin en fait d'avoir un père qui est inexistant, eh bien, ça fait partie aussi de ta valeur, ça fait partie aussi de ce que tu as apporté au monde. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Mais là où, en fait, ça a vraiment changé les choses pour moi, c'est de me dire, ok, là, je suis dans une situation où, en fait, je suis en train de confondre euh, l'amour que j'ai pas eu et que j'ai besoin avec tout simplement une situation où je peux dire, non, ça me plaît pas, en fait. Et si je dis non, ça me plaît pas dès le début, on évite toutes les réactions en cascade qu'il y a après. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Je dis pas que c'est trop tard à la fin de dire bah ça m'a pas plu, mais c'est important également. Je pense que ça fait partie du chemin. Mais c'est important que dans les choix que tu fais, que tu te choisisses à chaque fois par pitié que tu te choisisses. Parce que c'est pas grave. C'est pas grave si tu déçois. C'est vraiment pas grave. En fait, si tu as la même blessure, je peux comprendre que tu aies la peur de décevoir ou que tu ressentes énormément de culpabilité à l'idée de faire ou de ne pas faire certaines choses, mais en réalité, tu as tellement habitué les gens à être présentes, tu as tellement habitué les gens à essayer tu sais,
de te faire petite, de pas briller, etc. Qu'en fait les gens ils se disent, bah, ils comprennent pas en fait pourquoi aujourd'hui tu arrêtes. Et c'est pour ça que c'est important de communiquer avec l'entourage et de se dire, bah là ok j'ai besoin de légitimité dans ma vie. Et cette légitimité, il faut que je l'ai avec moi-même. Il faut que je me respecte, que je respecte mes valeurs, que dans chaque action, je ne me force pas à rentrer dans un moule qui ne me plaît pas. Parce que là, c'est le début de... C'est le défilé du 14 juillet, quoi. C'est le début de Bagdad émotionnel. Donc c'est tout ce que je voulais te dire. Parce que, en fait, on peut effectivement poser des actes de réparation. Tu peux écrire une lettre et déposer la brûler, surtout on la brûle, on ne s'accroche pas à l'énergie. La coupler avec certaines actions comme les bains qui sont hyper puissants pour rompre en fait les schémas transgénérationnels. On n'en parle pas assez, hein. Il y a des gens qui en parlent. Mais je peux vous dire que les bains, c'est extrêmement puissant si c'est fait au bon moment, si c'est fait avec les bonnes paroles, si c'est fait dans des bonnes conditions. Et ça ça peut vraiment porter certaines transformations. J'ai de nombreux exemples avec mes clientes. Et, euh, et ça, c'est hyper important. Tu peux aussi écrire une lettre, comme je t'ai dit. Mais pour moi, tout ça, c'est le début. C'est-à-dire que c'est la base que tu vas faire avant de poser les autres actions, comme comment tu t'entraînes, comment à chaque fois que tu rentres dans une action, que ce soit au niveau professionnel ou amoureux, comment tu te positionnes pour choisir la bonne personne et pour arrêter de nourrir un certain type, pour nourrir en fait une énergie que tu n'as plus envie de nourrir. Et c'est extrêmement difficile de voir le nez au milieu de son visage. C'est extrêmement difficile de voir que peut-être que tu es attiré par le même type d'homme. Euh, c'est très difficile de voir que peut-être la personne que tu es en train de choisir, c'est pour remplacer peut-être ton grand-père qui n'était pas là pour ta mère, qui était alcoolique peut-être, et toi aujourd'hui tu essaies de réparer ça et de faire renaître une nouvelle relation pour pouvoir ramener de l'amour dans ta vie qui correspond en fait à l'amour que ta mère elle a pas eu de son père. Il y a des trucs, enfin, en fait tu peux faire des trucs, des dingueries en fait, sans t'en rendre compte. C'est pour ça que dans mes accompagnements, je propose la session somatique sur le ventre, libération au niveau du ventre, que ce soit au niveau de la colère ou de la tristesse. Hier encore, j'ai une consultante qui, à peine, parce qu'on a des points réflexes sur le ventre, à peine j'appuie sur le point réflexe du foie qui est souvent connecté enfin, du foie à la vésicule biliaire, qui est souvent connecté en fait à la colère refoulée, elle s'est effondrée. Donc ça, c'est un travail qui pour moi est essentiel pour voir comment le corps il stocke tout ça, tout l'émotionnel, tout le transgénérationnel, etc. Mais parallèlement à ça, tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin de quelqu'un voilà, face à face qui te dit bah, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as remarqué ce cycle-là? Est-ce que tu as remarqué ce schéma-là? Comment ça s'impacte dans ta vie, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je propose les deux. Je propose pas seulement une chose, parce que quand on est en séance sur le ventre, on n'a pas le temps de balayer tout ça, on est bien d'accord. En 1 heure, c'est pas possible. La séance, il faut qu'elle dure 4 heures. On va pas faire 4 heures de séance, tu vas sortir de là, tu vas être comme ça. Tu vas te dire, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Fatigué. Donc, c'est dans ce sens, en fait, que j'accompagne et je me dis, j'aurais tellement aimé qu'il y ait quelqu'un qui me dise ça il y a quelques années. Moi, j'ai tout appris, j'ai découvert à mes dépens, en fait, avec des claques. Des claques. Est-ce que tu imagines euh, c'est vraiment pas bon signe hein, de sortir avec la copie conforme de ton père que tu as jamais connu. Ça va forcément mal se passer. Ça va forcément mal se passer. Et c'est pas conseillé d'être en couple avec ce genre de personne pour toi. Moi, c'est mon avis d'expérience et d'après les femmes que j'accompagne. Voilà, je voulais juste dire ça, c'est que la légitimité, deux choses en fait. Déjà, c'est important que tu regardes au niveau du couple, qu'est-ce que tu cherches dans le couple et faire le raccord avec ton père, avec ton histoire, l'histoire de ton père, l'histoire de ton grand-père paternel, l'histoire de ton grand-père maternel, tout ça. Et deuxièmement, la légitimité. Tu as le droit d'exister, tu as ta place, tu as juste besoin de faire les bons choix pour toi en fonction de tes valeurs, de ce que tu veux pour toi en fait. Et je dis ça avec vraiment tout l'amour du monde parce que ça fait tellement de dégâts et tu sais très bien, si c'est ton cas, à quel point ça crée un vide dans le cœur et un gouffre immense. Un gouffre immense au niveau.
émotionnel, d'à quel point tu peux te sentir seul et d'à quel point tu peux avoir l'impression que tu ne comptes pour personne parce que ton père ne t'a pas reconnu. Et je vais finir sur le conseil que m'a donné mon conjoint, que j'ai trouvé sur le coup qui était quand même très... je me suis dit, oh, c'est assez résumé vite fait. Mais en fait, aujourd'hui, j'y réfléchissais, je me disais, mais il a raison. Il m'a dit, tu sais, ces histoires de parents qui t'acceptent pas ou qui te rejettent, en vrai, à un moment donné, il faut envoyer tout ça bouler, hein, parce que c'est plus important à un moment donné. Tu grandis, tu évolues dans ta vie avec cette blessure, mais jusqu'à quand? À un moment donné, il faut dire, je vais pas dire un gros mot, mais je vais dire, il faut dire, ben, tant pis, tant pis, j'ai décidé de prendre ma place. J'ai décidé de prendre ma place. De prendre ma place, d'aller frapper aux portes, de dire ce que j'ai à dire, de me prioriser, de prendre soin de ma santé. Mais j'ai décidé de prendre ma place. Et de ne pas avoir honte. De ne pas avoir honte de mes choix, de ma carrière professionnelle, de ne pas avoir honte de qui j'ai dans ma vie. J'ai décidé d'entièrement l'accepter. Voilà. C'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui.